Petite prose philosophique, voire même quelque peu métaphysique. 15e et dernière petite prose. Faites vous-même votre malheur. Faites vous-même votre malheur, titrait cet opuscule. Voilà une bien étrange injonction, me dis-je. En effet, qui peut être intéressé à faire son propre malheur, je vous le demande. Mais, à bien y regarder de près, il apparaît que beaucoup plus de gens qu'on ne pense se conforment à cet édit. Tout est lié au rapport rêve-réalité, n'est-ce pas? Pendant ce temps, à Zurich, au Café Voltaire, Tristan Tzara, Hans Arp et Francis Picabia haranguaient leurs admirateurs dadaïstes pour une nouvelle révolution culturelle. Comme de bien entendu, l'apothicaire fou s'en mêla, provoquant un charivari rocambolesque, ce qui n'était pas sans déplaire aux quelques dadaïstes purs et durs. Et n'eût été de l'intervention providentielle de mon copain Goofy, le tout aurait dégénéré en foire d'empoigne. Or, au même moment, les aventuriers de l'Arche perdue dévalèrent en trombe la rue des Pyramides pour chasser qu'ils étaient par le redoutable peuple des ombres. Et c'est en tant que franc-tireur que j'accourus à leur défense, bien camouflé dans le spectre du Condor et occupant un poste inexpugnable au sommet de la tour au Faucon. Puis, finalement, tout ce beau monde emprunta la rue du Chat-qui-Plotte, direction l'hôtel du Grand Nord où 11 histoires de solitude étaient à l'affiche, et mis à part quelques ostrogoths récalcitrants, tous entonnèrent un hymne à l'éloge de la lumière au temps des pharaons. Mais voilà-t-il pas qu'on me remet sur un carton d'un blanc mat une invitation pour me rendre au château. Ici, désagréable sensation kafkaïenne. Il me faudra donc traverser tous les bas-fonds de la cité. Chemin faisant, je portai toute mon attention sur les rumeurs du vent, surtout qu'on était tard en novembre. Un déferlement d'images grouillait dans ma tête, ainsi cette ébouriffante pizza mystique dans l'oasis d'Atar, l'éblouissant Quattrocento italien, puis toutes sortes de propos plus ou moins cohérents sur la physique quantique. Et soudain, sans crier gare, je tombe pile sur le chevalier de la Blanche Lune qui me dit « Mon cher Balbise, poursuis ta route jusqu'aux forteresses noires. Et là, sur la rue de la Joie, tu croiseras les 6 voyageurs de la Toussaint qui te révéleront le secret du roi des gueux. L'un d'eux emporte avec lui la marmite des étoiles. Plonge y ton regard. Tu pourras ainsi voir dans les brumes d'un passé magdalénien l'extraordinaire oiseau de lune qui, par le biais de fragments d'équations cristallisées, te conduira bien au-delà des portes de ton imaginaire. » Voilà pourquoi j'envisageais alors très sérieusement de passer par le mystérieux cimetière des pianos et ainsi accéder directement à la forêt des cèdres pensifs. Bref, j'optai pour l'approche héraclitéenne. Et tel un saltimbanque baroque, je m'engouffrai dans la rue des voleurs où d'étranges faux monnailleurs, que je soupçonnais d'être de vils provocateurs stipendiés, donc où d'étranges faux monnailleurs me parlèrent du déshonneur des poètes et des bâtisseurs de ruines qui, selon eux, assuraient la fécondité de l'esprit en dépit de l'effondrement culturel. Mais je subodorais comme une sorte de duplicité. Je me méfiais. D'abord, toute la ville dormait à point fermé. Et pourquoi cette glace noire sous mes pas? Un silence d'acier me pétait les oreilles. Un pas de plus et j'étais sûr de m'engager sans espoir de retour sur le boulevard de la dernière chance. Ce que je fis, évitant ainsi d'aller me perdre dans la ténébreuse mer des mensonges. Et pour me rasséréner un peu, tous les fleuves vont à la mer, me dis-je,
plus ou moins convaincu de la pertinence de cette affirmation absolument irréfutable. Bien sûr que, peut-être, après la montée du soir, une fois la nuit venue, j'évoquerai l'épopée tragique de Vercingétorix, ou, encore mieux, celle de Guernica. J'aurai alors impérieusement besoin d'un jardin de repos. D'aucuns me proposent une nuit à Pompéi. Bon, j'irai bien, endroit charmant sans doute. Tout dépendrait de la date, l'an 79 étant bien sûr à proscrire. D'autres m'invitent pour une virée en Anatolie où se tiennent une série de fêtes païennes et dionysiaques. Non, non, non. Et cet état d'extrême fatigue générait les pires visions qui soient. Ainsi, je vois un pullulement de brigands déferlant de l'archipel du Chien, avec Nosferatu en tête. Ciel, voici venir ma fin, me dis-je, désespéré. Je sentais bien le souffle sulfureux de l'Alali. Mais c'était sans compter sur mon pseudonyme secret. J'en mate plus d'un, et c'est Codex Excalibur en main que je fondis sur l'ennemi, accompagné d'une poignée de guerriers sous les ordres du prince des marais. Finalement, tout ce beau monde s'est ramassé bras dessus au bar de l'insomnie, en gueulant comme des malades la chanson du mal-aimé. Nuit blanche en perspective, me dis-je tout à fait résigné. Bien sûr, des discussions plutôt tarabiscotées s'ensuivirent, à savoir qui de la maïeutique ou de la dialectique pourrait le mieux rendre compte de la synesthésie rimbaldienne. Ici, je pense au sonnet voyelle. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Puis le grand hiver est venu, imposant de toute sa force une trop longue attente. Il y avait déjà longtemps que les grandes oies blanches s'étaient évanouies bien au-delà des horizons blancs de neige. Parfois, un soldat en déroute frappait à notre porte, et comme nous étions à la Chandeleur, plein de souvenirs pieux habitaient nos lignes de courtoisie, et nous évoquions bien sûr d'extraordinaires jardins artificiels, avec plein d'abeilles électriques bombinant dans l'air sous le chaud soleil d'Aldébaran. Puis, brusquement, un quidam s'est écrié « Il faudrait appeler la boucherie sans eau !» Quelle drôle d'idée, me dis-je. Eh bien voilà, chez nos frères humains, le vernis du raffinement est parfois d'une minceur étonnante. La loi de la jungle n'est jamais bien loin. Il est vrai que le quidam en question se nommait « Is no good ». Mais, concomitant à cela, un violent orage sur la lune amena plein de gribouillis dans le murmure des fleurs et perturba sérieusement les nuits d'Alice. Celle du pays des merveilles, bien sûr. Et comme j'habitais la maison sur la falaise, précisément au numéro 4 rue du Silence, j'étais familier des voyages sur la face cachée du soleil, et pour l'écoute des contes imparfaits de la lune, j'hésitais toujours entre les Winterreise de Schubert ou la Waldstein de Beethoven. Ce qui m'amenait invariablement à dériver sur une douce méditation, ma foi, très apaisante. Ainsi, ne jamais tirer sur les oiseaux au repos, ou l'ignorance engendre le fanatisme, ou encore, que faire de la bien-pensance pour un futur antérieur, ou même cette tendre petite pensée pour Manon Lescaut. Et c'est au cœur des ténèbres qu'on arrive enfin à dire « Carpe diem ». Mais malgré tout cela, je demeurais hanté par mon essai critique sur la casuistique. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, je réussis à m'évader in extremis à bord de l'Esprit de Saint-Louis, et une fois franchi le parapet de la raison pure, et après avoir pourfendu la diffamation de la nostalgie, je vis se déployer devant mon regard ébloui l'inaltérable mer de la tranquillité, où toutes nos fantasmagories sont accueillies avec bienveillance, et où l'approche solutréenne conduit tout droit à l'herbe du diable et la petite fumée. Seulement voilà,
Une idée fixe m'obsédait et me revenait sans cesse, tel un leitmotiv contrapuntique, surtout après avoir été encabané tout l'hiver. Il n'y a plus d'Amérique, me dis-je, quelque peu pathétique. Puis je regardai défiler les filles de la plaine, un peu comme autant de chimères inutiles. Ce qui fit germer en moi l'idée d'une chronique de la dérive douce, où la fiancée du corbeau, dans un irrésistible élan de transcendance, réinventerait le monde, un peu dans l'esprit de Krishnamurti, qui dit, comme Céline d'ailleurs, « Si vous êtes sensible à vous-même, vous êtes voué à être sensible au monde. Cette sensibilité est la plus haute forme d'intelligence. » Et dans mes divagations du temps jadis, ma grande amie la Lune me murmurait à l'oreille à quel point elle aimait la Terre, et elle terminait toujours ses confidences par un « Bravo, monsieur le monde !» Et comme le train de la rumeur nous mène tous à bord de l'Orient Express, et comme les saisons de la nuit sont longues, mieux vaut apporter dans mes bagages tous mes meilleurs haïkus, mon bon vieux Gaffio pour mes vieilles versions latines, mon traité sur la tolérance de Voltaire, l'imparfait du subjonctif et que sais-je encore. Et avec tous ces moyens du bord, et malgré tous mes bleus à l'âme, mon allergie au travail et mes innombrables défaites, avoir encore le courage d'exécuter la danse d'amour du vieux corbeau. Et au fur et à mesure que la grande ombre pulvérulente se profile, bien regarder en face cette divine comédie dans toute sa grandeur et sa décadence. Et si tout n'a pas péri avec mon innocence, pouvoir encore affirmer que cette chronique va vous sauver la vie. Et pour terminer, cette petite ballade de François Villon, XIIIe siècle. Où sont les gracieux galons que je suis voyé au temps jadis? C'est bien chantant, c'est bien parlant, c'est plaisant en fait et en 10. Et pourquoi pas Claude Léveillé. Ne dis rien, on se penserait tout seul au monde. Ne dis rien, on se croirait au bout du monde. On se croirait au bout du monde. Ne dis rien, on se penserait tout seul au monde. Ne dis rien, il y a ce silence qui nous unit. Ne dis rien, il y a toi et moi, et ça suffit. L'amour est là, l'amour s'en va, l'amour s'attend, l'amour pourquoi? Les planètes, je te donnerai le soleil, je t'achèterai mes amours, je les oublierai, je t'aimerai. Ne dis rien. On se penserait au bout du monde. Ne dis rien. On se croirait tout seul au monde. Ne dis rien. Il y a ce silence qui nous unit. Chut, ne dis rien, il y a toi et moi. Et ça suffit.